Yo. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue pour ce troisième After Foot du QEJ avec au programme la Ligue des Champions et la belle victoire du PSG qui termine leader de son groupe. Nous évoquerons également les adversaires possibles du PSG, un bilan des clubs français. Et également ensuite après la Ligue des Champions un petit détour par la Ligue 1, le débrief du dernier week-end et enfin bien entendu l'affiche de cette prochaine journée de Ligue 1, de cette 16e journée, le magnifique Saint-Élion. Et avant d'aborder la Ligue des Champions, une info toute fraîche que nous allons commencer par traiter. Il s'agit de l'Euro 2020 qui se jouera donc dans toute l'Europe, a annoncé l'UEFA. Et bien entendu, avant de commencer par aborder ces sujets, un petit tour de table pour présenter les chroniqueurs du soir. Avec à ma gauche tout d'abord Benjamin Delonge. Bonsoir Benjamin. Salut à tous. Juste à côté de lui, le spécialiste du football lillois, François Delancre. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Et à ma droite, le spécialiste du football lyonnais que nous allons beaucoup entendre ce soir, je suppose, Jérémy Choco. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. On en entendra plus ce soir que la semaine prochaine. Réplique le supporter stéphanois Benjamin, mais le dernier larron de cette fine équipe, à la gauche de Jérémy, il s'agit de Julien Ricotta. Bonsoir Julien. Bonsoir messieurs. Donc tout de suite, sans plus attendre, lançons le premier sujet avec l'info la plus fraîche de la soirée, à savoir l'Euro 2020 qui se jouera dans toute l'Europe, vient d'annoncer l'UEFA. Donc messieurs, à qui la parole? Qui vous commencez par réagir sur cette information? Benjamin? Écoutez, c'est assez surprenant, même si ça s'inscrit dans la volonté de Michel Platini de démocratiser le football européen. On sait qu'il voulait augmenter les quotas en Ligue des Champions. Il le montre avec les sélections nationales. Ça peut être une bonne idée, ça peut être la fête du foot sur tout le continent. Après, il y aura sans doute des problèmes au niveau logistique. Comment se déplacer, quel camp de base, quel stade tout simplement. Quel stade surtout, et ça pose aussi des questions sur le voyage, sa fatigue, et on sera en fin de saison, et c'est un vrai problème pour les équipes nationales. Je crois que Benjamin a souligné là le problème principal. C'est un projet qui était dans les tuyaux depuis quelques temps, on en parlait, Platini avait présenté le projet, et c'est quelque chose d'innovant. Alors moi j'ai rien contre ça, après il va quand même falloir penser en effet tous ces problèmes de logistique. On parlait tout à l'heure en off d'une éventualité, par exemple un match France-Italie, qu'est-ce qui se passe si on le joue à Moscou? Donc ça, il va falloir réfléchir à ces questions. Parce que tout simplement, si on prend un point de vue purement comptable, on a vu pour le dernier Euro, il y a eu 8 stades utilisés. Il y a 27 pays dans l'Union Européenne, plus oui, d'autres. mais le dernier qui Euro, font- c'était à 16, on sera à 24 en 2020. Peut-être, mais on va dire peut-être en tout 10, 12 stades. Et il y a beaucoup plus de pays. Donc si on parle d'un Euro dans toute l'Europe, qu'en pensez-vous, messieurs? Quels stades vont être utilisés? Alors, on aura les traditionnels Wembley, le Stade de France, sûrement le Bernabeu aussi, l'Amsterdam Arena, enfin que les stades importants, à Moscou aussi certainement. Maximum un stade par pays, vous pensez? Ouais, je pense. Ça dépend peut-être que des grands pays de foot comme l'Espagne pourraient en avoir deux. Je vois mal L'Espagne, il y aura peut-être je vois le mal- Camp je vois Nou, mal mais- Bernabeu sans Camp Nou. Ouais, il y aura peut-être les deux. Et après, point de vue organisation, comment vous voyez ça qu'est-ce que ça peut... Quels vont être les problèmes pour Michel Platini, pour l'UEFA, pour... Julien? Le premier problème déjà c'est la nouvelle éviction de la Turquie. La Turquie était le seul candidat pour l'Euro 2020. La Turquie, rappelons-le, a perdu le vote de l'Euro 2016 à une voix. Et là, sans même un vote, l'UEFA annonce abruptement une décision qui les évince purement et simplement de la course pour l'Euro 2020. Donc déjà, il y a un problème politique qui va se poser. Comment va réagir la Turquie? On attend impatiemment la réaction de la fédération turque. Et après également, bien sûr, les problèmes logistiques. Et peut-être que justement, il serait possible qu'il y ait un match dans chaque pays, puisqu'il y a 27 pays dans l'Union européenne, mais bien sûr des pays qui ne sont pas présents dans l'Union. On pense à l'Ukraine aussi, qui va sans doute vouloir participer à cette grande fête du football continental. Mais il parlait d'une logique économique, mais justement, est-ce que les déplacements en avion des supporters, et des équipes répondent à une logique économique? Ça coûte également cher, il n'y aura peut-être pas la construction de stades, mais c'est vrai que pour l'instant c'est très flou tout ça, et on n'a pas plus de nouvelles pour l'instant. Donc oui, si on vous écoute, messieurs, en fait, ce dont vous avez peur, c'est que le politique et l'économique prennent le pas sur le sportif pour cet Euro 2020, non? Qu'en pensez-vous, Jérémy? Non, moi je parlerai pas de politique, j'analyse l'aspect purement sportif. Oui. Non, il faut voir quel est le projet de l'UEFA dans les moindres détails. Là, on a simplement le communiqué factuel. L'Euro se déroulera dans toute l'Europe, mais comment est-ce que ça va s'organiser? Alors il y a un moyen qui pourrait être très simple, c'est de tirer au sort par exemple quel pays accueillerait,
On parlait tout à l'heure de France-Italie, on pourrait très bien tirer au sort le pays qui sera à domicile et faire comme si c'était une finale de Ligue des Champions et partager le stade en deux. Quand on a fait la finale à l'Allianz Arena entre le Bayern et Chelsea, les deux équipes avaient le même nombre de supporters, donc c'est quelque chose qui est jouable, mais il faut se pencher sur le projet. Quand on aura plus d'informations, on pourra le faire. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Du coup, si on prend ton projet, Jérémy, ça voudrait dire qu'on tire au sort les stades qu'une fois le tirage au sort fait. Donc après, il faut penser Exactement. quand même s'il y a des travaux à refaire dans les stades, etc. C'est le niveau du timing. Ah non, mais c'est- les stades, ils vont être désignés à l'avance. je pense. D'accord. Après, une fois qu'on a le tirage au sort, on peut très bien anticiper. Oui, d'accord. Les stades, Oui. vous seriez pour des stades Oui. tirés à l'avance, mais ensuite, suivant le match, on Ouais. décide. Alors après, si l'Italie par exemple n'a pas de stade consacré, à ce moment-là, on pourra peut-être jouer sur terrain neutre, mais dans un pays qui serait pas trop éloigné. Mais non, ça pose de réelles questions d'organisation. Mais j'imagine que l'UEFA a réfléchi à tout ça et a un projet qui tient la route, donc on attendra d'en savoir plus. C'est bon, on clôt le débat donc sur cet Euro Ouais, 2020, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'en réalité, C'est on n'a ça. pas trop de billes. On donc, a l'info c'est bien fraîche, d'en on a- parler, mais voilà, Exactement, c'est c'est surtout ça, l'info, voilà. L'info chaude, donc on va attendre de voir ce qui va se passer par la suite. Et donc on passe au premier sujet chaud et là où on a des choses à dire chacun, messieurs, sur cette troisième after foot du QEJ. Il s'agit de la Ligue des Champions et premier point sur cette Ligue des Champions, le PSG débrief de ce match entre PSG et Porto, victoire de Buts 1 des Parisiens, je vous le rappelle, avec première info, donc le PSG premier de son groupe, tête de série, et deuxième info, des choix d'Ancelotti. Il avait promis un plus grand nombre de changements, des cassures par rapport à son système de jeu. Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous retenu? Donc quels sont les enseignements à retenir de ce PSG Porto, messieurs? Alors moi, sincèrement, pour parler du jeu du PSG, j'ai pas été non plus transcendé parce qu'ils ont produit. Au match aller, il s'était vraiment fait bouger par Porto et je crois que si le match retour a été différent, c'est plus de la faute de Porto. On les a beaucoup moins vus. Est-ce qu'ils étaient démotivés? Est-ce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé du côté des Portugais. Le PSG, je les ai trouvés fidèles à eux-mêmes. Alors ils gagnent, c'est très bien, mais faut pas oublier non plus que le deuxième but, c'est une arconade à bis, donc c'est limite gaguesque. Donc bon, le PSG a gagné, ils ont fait le boulot, ils sont premiers, très bien, mais ça remet pas en cause pour moi les problèmes qu'il y a dans ce club. Moi, je suis plutôt de l'avis de notre ami Jérémy. On avait vu une équipe de Porto très en verve, très en forme au match aller au Portugal. Et là, on a vu une équipe qui n'était que l'ombre d'elle-même, il faut le dire. Le PSG n'a pas fait un gros match et il gagne, comme l'a dit Jérémy, par une erreur d'Elton. Il n'y a pas eu un match énorme, ce qu'on peut qualifier aussi et souligner. C'est la performance très moyenne de Zlatan Ibrahimovic, il faut le dire, en pointe de l'attaque. Il a été moyen, il avait les moyens, il aurait dû marquer. Le vrai Zlatan, le Zlatan qu'on a connu pendant les 2-3 premiers mois, aurait dû marquer mardi soir au parc. Après, il peut avoir une baisse de forme aussi, c'est avant tout un être humain, Zlatan. Et voilà, d'ailleurs c'est la première fois que Zlatan a la moins bonne note d'après l'équipe et les autres. Là j'ai les notes de SoFoot sous les yeux, il a 4, c'est la moins bonne note du PSG, Zlatan. Mais n'y aurait-il pas un enseignement à tirer du fait que pour une fois ce n'est pas Zlatan qui porte l'équipe, mais l'équipe qui a porté Zlatan Ibrahimovic? Si on revenait sur les choix d'Ancelotti, messieurs, qu'en pensez-vous de ce nouveau, on va dire, 4-4-2 en trapèze avec un Pastore sur un côté? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau choix tactique? Je pense d'abord que l'étonnement a laissé la place à une bonne surprise. Dans la composition d'Ancelotti avant le match, on était tous étonnés de voir Pastore et Van der Wiel débuter. Van der Wiel qui a fait son meilleur match depuis le début de la saison, il faut le souligner, il n'a pas été bon, vraiment pas bon depuis le début de la saison. Là, quand il joue bien, il faut clairement le dire. Pour Pastore, on peut faire le même constat. Malgré ses déboires physiques, et vraiment il a des lacunes physiques, mais en tout cas il a su donner... Techniquement, il a été très bon. Lavezzi, quant à lui, fidèle à son jeu, fait de puissance et de course en profondeur. Cependant, comme l'ont dit Benjamin et Jérémy, ça n'a pas été transcendant. Il y a encore des gros manques dans la finition, et pas que de Zlatan. Lavezzi a raté un nombre incalculable de dernières passes, et Pastore se fait également bouger sur le premier but. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas fait pour un système en 4-4-2. Ce système en 4-4-2 peut être utilisé ponctuellement, mais je ne pense pas que les joueurs à la disposition de Carlo Ancelotti peuvent servir une telle tactique. François? Alors, la Ligue des Champions montre bien ce qu'est devenu le PSG cette saison, un club inconstant. La première mi-temps contre Porto est plutôt moyenne, alors que la deuxième est plus réussie. C'est comme un championnat. Une première moitié, un début de saison plutôt bon, très bon même. Et là, en ce moment, les difficultés s'amoncellent, des matchs perdus, des défaites. Ça montre bien, l'Europe a tendance à transcender les joueurs du PSG.
mais en championnat, ça ne se voit pas encore. Après, faut pas non plus oublier que la poule était d'un niveau très faible, à part Porto qui en plus était dans le chapeau 1, donc ils auraient pu hériter d'une équipe bien plus forte. Après, il y avait Zagreb et Kiev, c'est pas non plus un exploit mythique d'avoir pris 12 points contre ces deux équipes-là. Moi, je suis pas Ça d'accord. gagne. Encore une fois, je trouve que Paris a fait un match très très moyen. Ils n'ont pas mieux joué en championnat, en Ligue des Champions qu'en championnat plutôt. C'est Porto. Porto était complètement absent. Je sais pas vraiment pourquoi. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit sur Ibrahimovic. J'ai dit, il aurait dû marquer, mais même s'il a eu 4 dans les notes que vous l'avez signalé, il est quand même relativement précieux en tant que point d'appui. Il pèse complètement dans les pèse, déviations et en l'air. au niveau des déviations aériennes, il y a très peu de défenseurs centraux qui peuvent lui piquer. Ah oui, non, mais c'est un problème, et il focalise l'attention de la défense adverse qui peut laisser des espaces, et c'est assez criant. Quand il est dans la surface, il y a 2-3 joueurs qui viennent sur lui, et il prend quand même les ballons, il fait les déviations. Et donc pour finir sur le jeu du PSG, messieurs, pour résumer, en fait, pour vous, c'est plus une petite victoire que vraiment un gros changement, même s'il y a un changement de stratégie. Pour vous, vous demandez à voir, parce que là, si on écoute vos commentaires... C'est jamais une petite victoire quand on bat le FC Porto dans un match Voilà, décisif quand même, pour la il y a première des bonnes place. choses à retenir. C'est- quand même, de ce évidemment, match. évidemment, le D'accord. résultat est positif. Après, Mais vous dans le jeu, attendiez il y a pas- plus. il y a- C'est pas encore la D'accord. révolution, ça c'est clair. Mais vous seriez Ancelotti, vous continueriez sur ce 4-4-2 ou... Non, les avions ont l'air mitigés quand même sur ce nouveau système de jeu. Benjamin ? Oui, non, je pense qu'il faut rester avec Zlatan en pointe, ça marche très bien, puis avec deux joueurs à vocation offensive qui lui tournent autour, ou alors sur les ailes, type Menez, type Néné. Je pense que c'est absolument nécessaire. Le PSG, jouer avec 2 attaquants de pointe au même niveau, ça pénaliserait, je pense, l'attaque parisienne. D'accord. Et donc enchaînons ensuite donc sur les adversaires possibles du PSG. PSG qui finit premier de son groupe. Donc les adversaires possibles pour les huitièmes de finale sont le Milan AC, Arsenal, le Real, le Shakhtar Donetsk, Valence, les Celtics de Glasgow et enfin Galatasaray, le club turc. Messieurs, clairement, simplement, meilleur tirage, moins bon tirage pour le PSG. Chacun votre avis peut-être ? Clairement, d'abord, il ne faudrait pas tomber contre le Real de Madrid, bien sûr. Ensuite, il y a un point de règlement qui est à préciser pour nos auditeurs. Il est important de souligner qu'il y a 2 qualifiés espagnols dans chaque chapeau. Donc, par exemple, le Real et Valence ne pourront pas tomber contre le Barça et contre Malaga. Donc, ça renforce les chances du Real Madrid de tomber contre le PSG, puisqu'ils ne pourront pas tomber. Ils ont déjà Valence en moins. Ils ont déjà Valence. Non, ils ont déjà Malaga. déjà Malaga et Il y a- Barça, moi. concrètement, pour le PSG, il y a une chance sur 5 de prendre le Real. Exactement. Ça fait une chance sur 5. Une chance sur 5 de prendre le Real. Et bon, par contre, après, bien sûr, Arsenal, le Milan ou Valence n'est jamais une bonne affaire. Mais on peut quand même souligner qu'en ce moment, ces 3 clubs sont dans le dur. Particulièrement Valence qui vient de virer son coach. Et après, bien sûr, je pense qu'un tirage extrêmement difficile également, c'est le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk qui Premier est de sa vraiment poule. une redoutable Premier de sa équipe. poule. Deuxième. Et Celtic, Derrière Oui, la Juventus. à égalité de points, mais voilà, qu'on posait de gros problèmes. Ils ont posé énormément de problèmes à la Juventus et à Chelsea et ils les ont dominés sur l'ensemble des matchs. Après, oui, Galatasaray et Celtic, Celtic, ça reste on peut bien jouer difficile contre pour Arsenal. l'ambiance à domicile, mais oui, on peut penser que le Celtic et Galatasaray seraient les meilleurs choix. Surtout Ouais, non, la Juve Galatasaray. 12 points, le Shakhtar 10, hein, mais le Shakhtar qui est passé à égalité de points avec Chelsea en fait, Ouais. au Galaverge particulier. Et donc justement qui élimine Chelsea Tout à de fait, la Ligue des Tout Champions. à fait. Messieurs, si vous me permettez, il faut quand même souligner que donc, le tirage au sort aura lieu le 14 décembre prochain. Donc les 8e, ce sera en février, je crois. Quelque chose comme ça. Février-mars, ouais. Février-mars. Donc, il faudra bien prendre en compte la forme des équipes à cette période de l'année. On a vu des équipes se révéler dans la deuxième partie de saison. Je doute que le Paris Saint-Germain continue sur cette méforme. Et donc, pour aujourd'hui, il y a des épouvantails, clairement. Le Real Madrid, c'est un épouvantail. Je pense que le Shakhtar, faudra voir. Faut pas oublier non plus que le Shakhtar, ça sera en Ukraine en février et que ça Ouais. risque de pas forcément être un avantage au niveau du climat. hein. Avantage. Voilà. Après il faut voir, mais pour l'instant, c'est dur Donc pour vous Benjamin, de souligner des adversaires tonitruants. Je pense qu'Arsenal en ce moment sont dans le dur, ils le seront sans doute. Je ne vois pas faire une grosse saison. Je pense que Arsenal, ça peut être l'adversaire le plus abordable pour le Paris Saint-Germain. En Turquie, Voilà, en j'allais Écosse, ça dire. peut être difficile. Valence, Surtout en à voir, Turquie, c'est jamais peut-être. facile Surtout en d'aller Turquie. gagner en Espagne et puis sur un coup. Mais Arsenal, je les vois même quasiment plus faible et plus inconstant que l'équipe espagnole de Valence. Alors quand même, faut pas exagérer, on va pas placer Arsenal derrière le Celtic et Galatasaray. Ça reste quand même un grand club avec des grands joueurs.
Il reste quand même Cazorla, Giroud, Podolski, c'est quand même Oui. Oui, mais pas sur moins un faible match que avec pour la Hakim ferveur, Maz. voilà. je pense Sur que- un match aller-retour, en pensant qu'il y aura un match en Turquie s'il joue Galatasaray, voilà, peut-être qu'un match à l'Emirates est plus facile pour le PSG Non, je pense que... pas. Non, Non, vraiment, je pense pas. Après, il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est que quand on joue contre une équipe contre Arsenal, c'est une équipe qui ferme pas le jeu. Ouais. Quand on va aller jouer En Turquie ou- quand on va jouer Ouais, en Turquie ouais. à Galatasaray ou contre le Celtic, Avec le Gladbach, Celtic, surtout, le Ouais, Celtic, bien sûr. le Celtic a quand même battu Barcelone en Oui. mettant la cage en mettant Voilà. le bus devant la cage et les Barcelonais et les Barcelonais, merci de souligner mes gagades,